Merci de nous rejoindre pour votre rendez-vous d'information ici en Provence-Alpes. Au sommaire de cette édition, le témoignage du médecin vauclusien qui comparaîtra lundi devant la justice pour avoir importé un anesthésiant interdit en France et aidé des patients à mourir. La visite du président du Sénat dans le département des Hautes-Alpes, Gérard Larcher, a rencontré des élus à Gare-de-Colombes et Gap. Il a aussi inauguré un établissement de soins à Tallard. À la une de l'actualité nationale, la mise en examen du quinquagénaire récidiviste soupçonné d'avoir tué la joggeuse Agathe Hilléré au mois d'avril dans la Vienne. Il a reconnu avoir donné 2 coups de couteau à la jeune femme sans intention de la tuer. Et à la fin de ce journal, plus de légèreté et de bonne humeur avec le Super Moustache Festival organisé par le groupe Deluxe. Là où tout a commencé à Aix-en-Provence, c'est la seconde édition. Nous retrouverons en direct Virginie Dubois au complexe sportif du Val-de-Largue. À partir de lundi et durant un mois, Bernard Senet, médecin généraliste retraité à Velleron dans le Vaucluse, comparaîtra devant le tribunal judiciaire de Paris pour complicité d'importation de pain total, un puissant anesthésiant interdit en France. Il assume avoir aidé des patients à mourir. Frédéric Dott et Frédéric Roche l'ont rencontré. La première fois que j'ai accompagné quelqu'un, c'était dans le cadre de mes études de médecine. On avait des malades en fin de vie qui étaient tout de même très amochés, très dépendants. Et le personnel infirmier qui nous le disait, on ne peut pas le laisser dans cet état-là. Serein devant son café, en retraite depuis longtemps, le docteur Senet revendique d'aider depuis 50 ans ses patients condamnés à abréger leur souffrance. J'ai aidé à peu près 2 personnes par an. Aider, ça veut dire quoi? Il y a le geste vraiment d'euthanasie, planter une seringue et injecter un produit mortel. Et puis il y a aussi le geste de mettre quelqu'un en sédation profonde, terminale. Ça peut aussi être ce pourquoi je suis inculpé, d'avoir donné l'adresse pour se procurer un produit mortel. Si je pense assez souvent à la fin de vie, c'est qu'ayant un caractère très indépendant, je sais très bien qu'une éventuelle dépendance me sera tout à fait insupportable. Depuis son cabinet à la maison, l'ancien médecin de famille n'a jamais cessé de répondre aux demandes. Militantisme affiché sur le t-shirt, pour Bernard Senet, l'humain passe avant le respect de la loi. Il n'est pas question de lâcher la main des gens qui sont en phase terminale d'une maladie évolutive. Je pense que ce ne serait pas mon rôle de généraliste, mais aussi de médecin de soins palliatifs. On accompagne les gens jusqu'au bout. Et s'ils le demandent, et je le rappelle bien que c'est exceptionnel, s'ils le demandent, de les accompagner à mourir. Poursuivi pour l'importation illicite du pain total mortel, le docteur Senet espère bien transformer son procès en tribune pour l'aide à mourir en France, alors que la loi déjà adoptée par les députés reste en attente d'un vote au Sénat. 85-10% des Français veulent une loi pour légaliser l'euthanasie. Et il faut que les sénateurs ils entendent ça. Et c'est l'occasion de remédiatiser, de refaire parler de ces problèmes. Ni l'ordre des médecins, ni aucune famille n'a jamais porté plainte contre le docteur Senet. L'Agence régionale de santé et le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône ont décidé de suspendre en urgence l'autorisation de fonctionnement de l'EHPAD Clos Saint-Martin à Pélissane, raison invoquée dans le communiqué de presse, des dysfonctionnements graves mettant en péril la sécurité et la qualité de la prise en charge des résidents. Plus de détails à lire sur notre site internet. Le député du Rassemblement national Franck Alizio est candidat à la mairie de Marseille au printemps prochain. À 6 mois du scrutin, il lance les hostilités avec son livre qui dresse un bilan au vitriol des mandats de Benoît Payan et de Martine Vassal. Reportage de Valérie Smadja et Sylvie Garat. Il rêve de passer de l'ombre à la lumière. Alors le lieu de rendez-vous n'est pas choisi au hasard. Un bar en face de l'hôtel de ville de Marseille. L'alternance, c'est nous. Continuer, si on considère que Marseille va bien, que tout va bien, il faut continuer avec M. Payan. Si on considère qu'il faut changer, qu'il faut remettre Marseille en ordre, qu'il faut rendre Marseille aux Marseillais, il faut l'alternance. Et l'alternance, c'est le Rassemblement national et ses alliés. Et c'est la candidature que je porte. Le RN local est venu présenter son livre noir. Aujourd'hui, c'est le temps du constat et du bilan. Viendra évidemment le temps du projet et des propositions. Pour les propositions, il faudra attendre début 2026. Quant au bilan, basé sur des articles de presse, il est sans surprise négatif.
Manque de sécurité, manque de propreté, manque de transport. Dans le viseur, mairie et métropole. Réorganiser leurs compétences serait donc une première proposition. Quand dans une rue, il y a une collectivité qui est en charge de l'enlèvement des ordures et l'autre collectivité de l'enlèvement des décharges sauvages, c'est compliqué entre deux tas d'ordures dans une ville et chacun se renvoie la balle. Donc voilà, donc ça c'est des exemples de petits points à clarifier quand même. Autre petit point à clarifier, l'enquête ouverte contre Franck Alizio pour détournement de biens publics, le candidat se dit rester à la disposition de la justice. Les élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars prochains. On va faire le point avec vous, Sonia Boujama, sur les candidats déjà déclarés. On l'a vu, Franck Alizio, le député du Rassemblement national, est le premier à avoir officiellement déclaré sa candidature à la mairie. Il espère ainsi faire basculer la ville à l'extrême droite. Et à l'extrême droite, il y a une autre figure qui pourrait se lancer, c'est le sénateur Stéphane Ravier, ex-RN, ex-Reconquête. Il est désormais indépendant et se présenterait sous l'étiquette Marseille d'abord. À gauche, le maire sortant Benoît Payan n'a pas encore déclaré de candidature, mais cette fois-ci, la gauche pourrait partir en ordre dispersé avec une candidature potentielle du député insoumis Sébastien Delogu. Interrogé hier par nos confrères d'Issy Provence, il a glissé ces quelques mots « Ne vous inquiétez pas, je serai là ». Reste à savoir sur quelle forme. Qu'en est-il à droite, Sonia ? À droite, Martine Vassal, la présidente du département des Bouches-du-Rhône et de la métropole, n'a pas encore officiellement déclaré sa candidature. Elle devrait le faire ce mois-ci, mais Martine Vassal voit son image écornée ces dernières semaines par une enquête pour détournement de fonds publics et trafic d'influence présumée. Enfin clair, il y a un outsider qui fait parler de lui, c'est Philippe Collard. Il est chirurgien cardiaque, il se présenterait sans étiquette, il a créé son parti Marseille à cœur et avec ce parti, il souhaite proposer une alternative transpartisane à Marseille. Merci beaucoup Sonia Boujama. Toujours au chapitre politique, le président du Sénat Gérard Larcher en visite ce vendredi dans plusieurs communes des Hautes-Alpes, échange avec les élus, séquence autour d'un établissement de santé. Lucie Robert et Michael Flores ont suivi l'après-midi du troisième personnage de l'État. Couper le ruban pour mieux maintenir le lien avec le territoire et ses citoyens. Ce rendez-vous était pris depuis longtemps. En pleine crise politique, Gérard Larcher n'a pas souhaité modifier son agenda. C'est un moment de bonheur, dans un moment difficile pour le pays, pour moi de venir sur le terrain, comme je le fais quasiment chaque semaine. Je pense qu'une partie, aujourd'hui, des tensions dans notre pays, c'est aussi parfois pour nos concitoyens d'avoir le sentiment qu'on est loin d'eux, qu'on n'est pas en proximité par rapport à eux. Et ce que j'ai vécu par exemple ce matin ou ce début d'après-midi, y compris ici avec des patients, en échangeant, c'est cette proximité dont on a besoin. À Tallard cet après-midi, tous étaient fiers d'inaugurer ce centre médical modèle dédié à la réadaptation et au grand âge. 20 millions d'euros d'investissement, dont 3 de l'ARS. L'occasion pour les élus locaux d'illustrer leur capacité à travailler ensemble comme un message au futur gouvernement. C'est simplement faire en sorte de faire du compromis. Le compromis, ce n'est pas la compromission, c'est essayer de faire un pas les uns envers les autres pour au moins jusqu'en 2027, faire en sorte que les Français n'aient pas peur et plus confiance en eux et qu'on fasse en sorte que la machine continue à fonctionner. Ici dans les Hautes-Alpes, on est 3 parlementaires, on est bien évidemment pas la même obédience politique. Néanmoins, lorsqu'on est à Paris, on défend notre territoire et tout ce qui est pris pour notre territoire, ce serait bien que le bon sens rural fasse un peu des émules au niveau de l'Assemblée nationale et de nos gouvernements. Le troisième personnage de l'État a longuement échangé avec les élus locaux, nombreux à honorer ce rendez-vous. Quelle que soit leur couleur politique, le Sénat incarne aujourd'hui une stabilité rassurante et respectée. La grogne monte chez les quelques 200 000 sapeurs-pompiers volontaires français. Gel de la revalorisation de leurs primes, limitation des heures d'astreinte. Pourtant, cet été a démontré une nouvelle fois l'importance de leur présence. Des élus du département des Alpes-de-Haute-Provence ont signé une pétition de soutien. Reportage de Véronique Bouvier et Aurélien Casanova. Les Alpes-de-Haute-Provence comptent 1400 sapeurs-pompiers volontaires, indispensables pour le secours à personne ou pour les incendies. Mais comme Jean-Christophe, 43 ans de bénévolat, trop c'est trop.
On dit stop aujourd'hui, c'est pas possible. Le volontariat ne peut pas être une variable d'ajustement budgétaire et nous demandons que l'ensemble des points que j'ai évoqués soient mis à l'ordre du jour et que le volontariat soit reconnu comme une force stratégique du système de sécurité civile en France. Pour cela, les pompiers volontaires demandent à l'État un engagement fort. Revalorisation du taux horaire, bonification de trimestres de retraite, une façon de reconnaître leur travail. Les territoires ne peuvent pas être les seuls à porter cette charge. Il faut que ce soit attractif, c'est pour ça que dans le département des Hauts-de-France, le conseil départemental, l'État avec la préfecture et les maires ont lancé et soutiennent un plan de construction de casernes pour leur donner des locaux adaptés, notamment à la féminisation, mais aussi à l'activité du quotidien, avec des vestiaires, des zones opérationnelles, que nous soutenons aussi nos pompiers par la formation, par l'indemnisation du temps passé. L'avenir de la spécificité française, le volontariat et son attractivité dépendent du maintien du soutien financier de l'État. Les élus des Alpes de Haute-Provence aimeraient être reçus rapidement par le nouveau Premier ministre. Dans l'actualité sportive, la reprise pour l'OM après la trêve internationale et un mois d'août pour le moins chaotique et avant une semaine qui s'annonce palpitante. Les footballeurs marseillais reçoivent le club de Lorient pour cette 4e journée de championnat. Un tiers de l'équipe olympienne n'a encore jamais porté le maillot de l'OM. À mes côtés, Michel Aliaga. Bonsoir Michel. Bonsoir, est-ce que ce soir a des allures de nouveau départ ? Forcément, le mercato s'est terminé, enfin. L'affaire Rabiot, elle est close, enfin, pourrait-on dire. Et puis, vous l'avez dit, 7 joueurs sur un groupe de 20, c'est énorme. On a rarement vu ça au mois de septembre, où une équipe est à ce point bouleversée. Et puis, en plus, l'adversaire, sur le papier, a priori, a tout de l'adversaire idéal, Lorient qui était en Ligue 2 l'an passé. Donc, c'est l'occasion pour l'Olympique de Marseille d'oublier ce mois d'août cauchemardesque. A-t-on des indices sur la composition de l'équipe ce soir ? Alors, vous avez parlé de trêve internationale. Il y a des joueurs qui évoluaient mardi soir, 2 notamment avec l'équipe d'Argentine en Équateur, c'est Balerdi et Rulli. Donc Rulli, c'est le gardien. Donc exceptionnellement, ça sera le gardien numéro 2 ce soir qui devrait jouer, c'est Jeffrey Delange. Balerdi sera mis au repos. Et puis là aussi, il y en avait un qui jouait mardi soir, c'est l'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang avec le Gabon. Donc vous imaginez le retour, le déplacement, parfois il y a du décalage horaire, lui aussi devrait démarrer sur le banc. Ensuite, il y a 2 nouveaux joueurs qui sont énormément attendus, c'est le Marocain Aguerd et bien évidemment le champion du monde Benjamin Pavard qui est arrivé mercredi à l'aéroport Marseille-Provence et qui devrait démarrer ce soir. On suit cela de très près. Merci beaucoup Michel. Quelques mots de rugby, 3e journée de Pro D2. Aix qui a déjà enregistré 2 défaites reçoit actuellement Biarritz à quelques minutes de la mi-temps. Le score est en faveur de Provence Rugby, 7-3. Coup d'envoi ce vendredi de la 2e édition du défi de Monte Cristo à La Ciotat. Près de 3600 nageurs sont attendus durant ces 3 jours de compétition. 9 formats de courses sont proposés avec des distances allant de 1 à 5 km au départ de l'île Verte. On en vient à l'actualité nationale et internationale de ce 12 septembre. L'économie française en meilleure forme que prévu. L'INSEE prévoit désormais une croissance de 0,8% au lieu de 0,6%. Une croissance due notamment au dynamisme du tourisme et de l'aéronautique. Cela représente 6 milliards d'euros supplémentaires pour les finances publiques. Mais le climat économique reste morose. Jade Esposito. Bonne nouvelle pour les finances de l'État. L'INSEE prévoit une croissance française plus haute que prévu. Selon l'organisme, elle ne serait plus de 0,6, mais de 0,8% cette année. Ce qu'on voit, c'est qu'une croissance, même revue un peu à la hausse, ça fait aussi plus de recettes publiques. Et donc, ça comptera moins sur la trajectoire du déficit. Donc, ça veut dire que l'objectif de retourner à 5,4% de déficit pour cette année peut être tenu parce que la prévision de croissance semble être cohérente avec cela. Ce rebond de croissance s'explique par la bonne santé de 4 secteurs économiques, l'agriculture, l'aéronautique, l'immobilier et le tourisme. Là, on a encore une très très forte occupation. Cet été, les hôtels ont fait le plein, comme ici, sur la Côte d'Azur, où les touristes étrangers étaient plus nombreux que les années précédentes.
On a eu des records historiques, essentiellement les continents qui étaient représentés, le continent américain, la côte Est, la côte Ouest. L'Australie aussi a été très fort en fréquentation sur des longs séjours. Si le ciel s'éclaircit sur l'économie française, la croissance tricolore reste en dessous de celle des autres pays de la zone euro. En cause, le moral des consommateurs, ils préfèrent mettre de côté plutôt que de dépenser. J'épargne parce que la situation est tellement difficile, tout est tellement cher qu'il faut penser au futur. J'essaie d'épargner entre 300 et 500 euros. C'est vraiment une sécurité, toujours avoir un matelas de confort, quoi, si jamais il nous arrive quelque chose. Cette année, le taux d'épargne s'élève à 18,5%, un record hors crise sanitaire depuis 45 ans. À Tourcoing, 3 mineurs ont été interpellés après le passage à tabac d'un policier hier. L'annonce a été faite par le garde des Sceaux démissionnaire Gérald Darmanin qui a fait le déplacement dans cette ville des Hauts-de-France. Le ministre voit comme un second scandale la diffusion d'une vidéo de l'agression largement relayée. Des explications confuses dans l'affaire des coups de couteau dans un lycée horticole d'Antibes. L'auteur présumé a été mis en examen pour tentative d'assassinat et introduction armée dans un établissement scolaire. Il a été placé en détention provisoire. Cet ancien élève était entré mercredi dans l'établissement pour y blesser un élève et une enseignante de 52 ans. Dans l'affaire de la joggeuse Agathe Hilleret, un homme de 59 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire aujourd'hui pour l'enlèvement et le meurtre de la jeune femme dont le corps avait été retrouvé le 4 mai dans la Vienne. Le suspect récidiviste a admis avoir porté 2 coups à la victime mais sans avoir voulu la tuer. Carole Cuillo. Selon son avocat, le meurtrier présumé d'Agathe a exprimé des regrets et s'est montré coopératif. Mon client a été mis en examen ce matin du chef de meurtre suivi d'un autre crime, en l'occurrence le crime d'arrestation, enlèvement ou séquestration arbitraire. Lui-même a reconnu 2 coups qui de fait ont causé la mort mais sans intention de la donner. Qui est donc l'homme accusé d'avoir tué Agathe Hilleret? Il s'appelle Didier Laroche, 59 ans. Il travaillait dans cette ferme comme ouvrier agricole. C'est ici qu'il habitait, en plein centre de Vivonne, à quelques centaines de mètres de la victime, dans cette petite rue tranquille. Pour ses voisins, c'était un homme sans histoire. Un voisin très discret, on ne le voyait pas. Il descendait les escaliers discrètement, il fermait sa porte discrètement. Voisin ordinaire. Et ça fait un choc. Ça fait un vrai choc, c'est vrai, on a peur. Je me souviens que c'était pas quelqu'un de très avenant, clairement. C'est-à-dire, il était comment? Fermé sur lui, quelqu'un qui n'avait pas envie de discuter, quoi. C'est un homme à la personnalité trouble avec des antécédents très lourds. Condamné 2 fois, en 1994 et en 2004, pour viol sous la menace d'une arme. Dans les 2 cas, il s'agissait de joggeuses. Au total, il avait passé 21 ans en prison. Didier Laroche avait été libéré sous surveillance judiciaire avec injonction de soins. La maire de Vivonne n'était pas au courant de son passé. C'est compliqué parce que je vous dis, il a purgé ses peines, il était en réinsertion et à un moment, il faut bien qu'il vive quelque part, etc. Pour moi, il faut que les élus sachent, on est capable de discrétion. L'ADN d'Agathe Hilleret a été retrouvé dans la voiture du suspect. Ce soir, il a été placé en détention provisoire. Aux États-Unis, le meurtrier présumé de Charlie Kirk a été arrêté 33 heures après les tirs qui ont tué l'influenceur trumpiste. Le jeune homme aurait été dénoncé par un proche. Les enquêteurs ont retrouvé des messages antifascistes sur des douilles lui appartenant. À Washington, les précisions d'Eleana Bonas. On connaît maintenant l'identité du meurtrier présumé de Charlie Kirk. Il s'agit de Tyler Robinson, un jeune homme de 22 ans qui est en ce moment entendu par les enquêteurs. Et les premiers éléments pourrait laisser penser qu'il s'agit d'un assassinat politique, notamment parce que les proches de Tyler Robinson parlent d'un jeune homme qui s'était récemment très politisé et ils mentionnent une conversation qu'ils ont eue avec lui quelques jours avant l'attaque, une conversation à propos de Charlie Kirk où le suspect aurait fortement critiqué l'influenceur conservateur. Il y a également des douilles qui ont été retrouvées à proximité de l'attaque, des douilles qui porteraient des inscriptions comme par exemple, je cite, « Hey fasciste ». Attrape. Nous n'avons pas la preuve pour l'instant qu'elles appartiennent à Tyler Robinson. Ce que l'on sait,
c'est que le jeune homme a échangé quelques jours avant l'attaque avec son colocataire. Il a mentionné l'acquisition d'une arme à feu et des inscriptions sur des munitions. Retour en France face à la multiplication de publicités et de ventes sur Internet. L'Agence de sécurité du médicament a saisi la justice et lancé des analyses sur des médicaments antidiabétiques comme l'Ozempic ou Wegovy. Ils sont vendus en ligne pour maigrir sans encadrement médical et ils sont même parfois contrefaits. Les acheteurs se mettent souvent en danger. Les explications de Tom Chabot. Un stylo magique pour les personnes obèses et diabétiques. Délivré sur ordonnance, ce médicament permet de contrôler sa faim et de perdre du poids. Fanny Jaillet s'en est fait prescrire par son médecin. Résultat, 34 kilos en moins. Mais en partageant son expérience sur les réseaux sociaux, elle a touché un public inattendu. Il y a les personnes qui en font une dérive pour perdre quelques kilos esthétiquement. Il y a en effet 1% du temps des personnes qui me demandent si moi-même je ne vends pas mes stylos pour perdre quelques kilos. Sur Internet, une avalanche d'offres en tout genre pour ceux qui veulent perdre du poids. Patch, gélules ou stylos, des dizaines de produits disponibles sans ordonnance. L'Agence du médicament vient de saisir la justice, alertée par cette association de malades du diabète. Au mieux, c'est de la poudre de perlimpinpin, donc vous perdez de l'argent, mais au pire, c'est des médicaments frelatés ou des produits toxiques qui peuvent nuire à votre santé gravement. Attention donc à l'achat de médicaments sur Internet. Il existe quelques principes simples pour éviter les contrefaçons. En France, tous les médicaments qui sont prescrits sur ordonnance ne peuvent pas être vendus sur Internet, même par une pharmacie sur Internet. C'est un repère facile. Quand c'est vendu sur Internet, ça n'est pas normal. Il y a aussi un truc très simple. Si vous voyez un logo d'une institution comme l'Agence du médicament, l'INSERM ou un quelconque hôpital dessus, ça n'est pas un médicament légal, c'est forcément un circuit illégal. L'Agence du médicament analyse actuellement la composition d'une série de patchs vendus en ligne pour en savoir davantage sur le contenu de ces faux médicaments. Et si pour produire du courant, on installait des panneaux solaires sur les voies ferrées entre les rails? L'idée est simple mais pas évidente à mettre en place. Ce système très novateur est expérimenté en Suisse. À terme, le courant généré pourrait alimenter directement les trains et les gares. Françoise Vallée et Anatole Bernaudot. Près de Neuchâtel, une compagnie ferroviaire suisse teste une idée révolutionnaire. Installer des panneaux solaires sur des voies ferrées sans gêner la circulation des trains. Là, on est sur les panneaux photovoltaïques. Pas de bruit, pas de vibrations, ça ne ralentit pas. Ce prototype, en test depuis 6 mois et pour 3 ans, produit déjà de l'électricité. Les câbles passent via les caniveaux pour amener les courants directement dans la petite zone industrielle qui est à 500 mètres d'ici. Donc ces panneaux sont productifs aujourd'hui. L'inventeur du système est cet expert en énergie. L'idée lui est venue un jour en attendant son train à la gare. Il réalise que les espaces entre les rails représentent un potentiel énorme. Quand on regarde la quantité de surface que ça représente, en Suisse, ça veut dire 5000 km de voies ferrées. Et avec ça, on pourrait produire pratiquement 20% de tout ce que l'on produit en énergie solaire en Suisse en une année. Mais à partir de là, il lui a fallu des années de travail avec des ingénieurs, des bureaux d'expertise pour répondre aux normes drastiques de la sécurité ferroviaire, en anticipant tous les risques. Foudre, fumée toxique, grêle, incendie, inondation, neige. Et en testant la résistance des installations photovoltaïques à ces éventuels dangers. Les résultats sont extrêmement rassurants, les contraintes, les sollicitations sont très faibles et donc très durables. Okay. Mais surtout, il fallait que les panneaux soient faciles à installer et à retirer. Ce côté amovible du système rend cette innovation unique au monde parce que justement, on répond aux contraintes du ferroviaire en termes de maintenance. L'entretien des voies, une contrainte forte, résolue par la mise au point de cette machine, capable de poser en une journée 1 km de panneaux, mais aussi de les retirer rapidement. Les entretiens de la voie ferrée se font quand il y a des interruptions de trafic et on a peu de temps pour engager des machines de chantier. Donc c'est pour ça qu'on doit déposer les panneaux rapidement, faire de l'entretien sur les voies et reposer les panneaux après le chantier. Ces tests, menés par les Suisses, intéressent les compagnies ferroviaires du monde entier, car elles vont pouvoir produire beaucoup d'électricité.
Et les installations qui alimentent les trains pourront servir à redistribuer l'énergie localement. Dans le canton du Valais, cette école d'ingénieurs met déjà au point la technologie nécessaire. Cette énergie va pouvoir être produite soit pour être injectée au train, soit aux abords des gares, pour les parkings électriques. Mais on peut aussi imaginer qu'on a d'autres usages qui sont là pour pouvoir alimenter tout simplement la gare en elle-même, voire secourir la ville si jamais il y avait une coupure de réseau électrique. Parce qu'on a une capacité avec nos réseaux ferroviaires à renforcer le réseau existant. La France commence à développer des systèmes similaires. Avec 30 000 km de voies, la SNCF, premier consommateur d'électricité du pays, envisage une collaboration avec les experts suisses pour accélérer le processus. Retour dans notre région et direction Aix-en-Provence pour le Super Moustache Festival, événement lancé l'an dernier par le groupe Deluxe. On retrouve en direct Virginie Dubois. Oui, tout à fait, Claire. Et vous avez vu, eh bien, le concert a commencé. Derrière, avec moi, le groupe Deluxe. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir parce qu'il y a déjà beaucoup de monde ici. Ils sont en acoustique pour le moment. On les a rencontrés juste avant le concert. Je vous propose de les écouter. On a travaillé sur ce projet pendant 3 ans avant de faire la première. Et là, c'est la 2e édition. Et on est trop fiers de le faire ici, au Val de l'Arc, là où tout a commencé, puisque Kaya, ici présent, et moi-même avons arpenté ces terrains sportifs pendant qu'on était jeunes. Et vous étiez des vrais sportifs? Non, on dirait pas. Mais et on est champion de France. On a été champion de France. Ah ouais. De quoi? De football, de costume. De football américain. De lancer de moustache. De lancer de moustache. Ok. Non, mais donc voilà, ça prend tout son sens de le faire à Aix-en-Provence. Très bien. Alors, en plus, avec des copains? C'est quasiment que des copains qui ont joué l'année dernière, qui jouent cette année. Des collègues. Des collègues. Des collègues de bureau. Ouais, c'est des collègues de travail. Hein, je veux dire, c'est comme ça. Non, c'est vrai qu'on a. En fait, c'est des groupes qu'on rencontre sur la route, quoi. C'est des groupes qu'on rencontre sur la route et certains qu'on rencontre ici parce qu'on avait envie d'être copains avec eux. Parce que finalement, on se dit, bah, on n'en a pas tant que ça des copains. Alors, on essaie de s'en faire. Non, mais là, par exemple, tu vois. C'est-à-dire, s'il faut durer au-delà de la 2e édition, il va falloir s'en faire un peu plus. Sinon, ça va se faire un paquet de copains. On adore aller voir les gens. Cherche copains. Cherche copains musiciens. Non, mais il y a par exemple, il y a la femme, on est super potes, on a fait plein de dates ensemble. C'est vrai qu'on a fait pas mal de dates avec la femme. On a fait pas mal en Belgique, d'ailleurs une en Belgique qui était particulière. Bien coton. Ouais. On est bien copains. Non, puis il y a Zoufri Maracas et qu'on a joué plein de fois, en Tourloupe, enfin on les connaît tous, on se connaît, tu sais, en fait. C'est un milieu un petit peu petit au final quand les groupes français qui tournent beaucoup, donc on se connaît. Et Santa, on a joué plein de fois avec elle, avec son ancien groupe qui était Hyphen. Mais ce soir, on rencontre Solane, qu'on ne connaissait pas et qu'on n'avait pas croisé et qu'on avait envie de rencontrer parce que franchement, c'est une artiste qui fait quelque chose qui nous plaît beaucoup. Et qui ne porte pas la moustache. Va savoir. Mais on va voir. Va savoir. C'est une sorcière, elle peut la faire pousser. Hein. Donc ce soir, Solane, qui d'autre? Allez, à vous. Kokomo. Ah, Kokomo, tu connais? Oui. Ah, c'est rock, c'est super. Kokomo, c'est énervé. On a la femme qu'on adore. Ouais. Santa. Et Santa pour finir. Et demain? Et il y a aussi Deluxe demain. Ah, attends, et ce soir, il y a Deluxe aussi. Attends. Ce soir, il y a Deluxe en acoustique. Ah bon? Je crois qu'on y était qu'à l'apéro avec vous. J'ai compris, mais c'est chez nous ici. Attends, ouais. Alors, on ne vous présente plus non plus. Bonsoir Marlon, bonsoir Sacha. Salut. Vous êtes le groupe le plus ami, j'ai presque envie de dire, de Deluxe, la femme. Vous n'avez pas les moustaches, alors moi j'en avais une pour moi. Non, mais je la veux bien, si vous voulez. Voilà, j'en ai pas deux, désolé. Ok, ça marche. Alors c'est un peu le festival idéal ce soir. Ouais, on adore, super ambiance, tout le monde est sympa, c'est cool. C'était 2e édition, vous étiez déjà là l'année dernière? Non, c'est la première fois. Ouais. Et alors, cette ambiance Ouais, c'est incroyable de se retrouver comme ça Aix-en-Provence, c'est la folie. Ouais, c'est super cool que Deluxe fasse un set acoustique comme ça devant tout le monde en plus. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, ouais. Bon, alors ce que je vous propose, c'est de vous connecter sur Super Moustache Festival pour connaître la programmation de demain et de les écouter pour se quitter. À bientôt. Je sais pas si on voit, mais... Merci Virginie, merci également à Benjamin Fernandez et Marc Parazon qui vous accompagnaient derrière la caméra et à la prise de son. La bouillabaisse, toujours chère au cœur des Marseillais. Hier, une vente aux enchères a été organisée à la maison de Bec. 70 lots d'objets en faïence et porcelaine étaient proposés aux acheteurs. Adrien Gavazzi et Emmanuel Zini.
Dans quelques instants, sur notre antenne, tout le sport, puis le MAC de la Ligue 1 à 20h25, le feuilleton, ainsi Grand Soleil, et à 21h10, le grand concours des régions sur la meilleure danse folklorique de France. Place tout de suite à notre nouveau rendez-vous. On vous emmène ici ce soir, direction le château d'Esquelbec, situé entre Lille et Dunkerque, bâti au XIIIe siècle, joyau de la Renaissance flamande. Il est classé monument historique depuis 1987.